Et en fait, on a eu envie de faire cette conférence du coup avec Ulule pour parler du financement participatif évidemment, mais pour essayer aussi de le voir vraiment dans une strate marketing et de se dire aujourd'hui il y a des marques, il y a des médias et c'est pour ça que Sova est resté avec nous qui se servent finalement d'Ulule comme un tremplin, mais qui s'en servent aussi dans leur stratégie dans leur stratégie marketing, de dire finalement ce n'est pas juste aller chercher un peu d'argent dans les poches des copains, etc. Mais ça s'inscrit dans une vraie stratégie marketing. Et d'ailleurs, on le verra, il y a aussi des boîtes qui ont largement assez d'argent pour refinancer des projets, mais qui les financent encore par le financement participatif pour recréer un peu du lien avec la communauté pour faire en sorte que la communauté elle se sente hyper intégrée et qu'elle puisse potentiellement aussi choisir les produits et autres. Donc c'est pour ça qu'on a eu envie d'inviter Ellie de chez Ulule pour nous parler d'Ulule et puis qu'on a gardé avec nous Eva pour qu'elle puisse aussi nous raconter sa petite histoire avec Ulule. Est-ce que déjà, Ellie, tu nous ferais pas un petit récap de ce qu'est Ulule et de comment vous êtes structuré pour ceux qui ne connaîtraient pas, même si j'en doute. Bonsoir à tous. Ulule, du coup, on est une entreprise de financement participatif. On a fêté nos 12 ans hier. Et en fait, au début, le business model d'Ulule, c'était uniquement se financer via des campagnes de financement participatif. On se rémunère avec une commission qu'on prend sur les projets qui atteignent leur objectif, ou même le dépassent idéalement. Et au fil des ans, on a fait évoluer le business model. Et maintenant, notre rôle et notre vision, c'est vraiment d'accompagner les créateurs et les créatrices du début, donc de la création de leur projet, de leur idée même, jusqu'au développement de leur projet. On propose maintenant une offre de formation sur le financement participatif, le web marketing et le fait de créer son entreprise aussi. Donc ensuite, on permet aux créateurs et créatrices de se financer via des campagnes de financement, ça n'a pas bougé. On propose ensuite aussi une place de marché qui s'appelle Bien ou Bien, sur laquelle on vend des produits qui sont passés par Ulule, mais pas que, et qui répondent à des critères sociétaux et environnementaux. Donc il y a quand même des critères à respecter. Et donc voilà, notre objectif, c'est vraiment d'aider toute structure ou personne à pouvoir lancer et concrétiser son projet. Et toi, du coup, Eva, quand tu as lancé ce média, on en parlait, tu avais vraiment besoin d'argent? Est-ce que tu avais besoin de fonds? Est-ce que tu avais besoin de resserrer cette communauté, de faire en sorte qu'ils se sentent vraiment investis? C'était quoi la stratégie quand tu y allais? Alors en fait, nous... Il est allumé ou pas? Ouais, on dirait qu'il n'est pas allumé le micro. Allô, allô. Ah bah voilà, la technique, ça y est, il est 17h, il n'y a plus personne. Je rigole. Alors du coup, nous, Ulule, c'était en effet un moyen d'aller tester justement si le passage de média à produit allait être efficace et est-ce qu'il allait être bien perçu, bien accueilli par la communauté. Donc Ulule, c'était un moyen pour nous aussi de faire ça, disons, de manière impactante et sans forcément aller engendrer pour nous, tu vois, des coûts de développement de sites internet, etc. Donc Ulule, je pense que c'est souvent ça, c'est vraiment le crash test, c'est la première fois qu'on va confronter son produit à sa communauté et au marché. Donc voilà, nous, c'était vraiment, en fait, c'était naturel, quoi. On ne se voyait pas commencer sans commencer par une campagne Ulule, parce que Ulule a de la notoriété depuis plusieurs années et qu'il y a eu beaucoup de campagnes dessus qui ont été très, très successful, disons. Donc voilà, nous, c'était assez naturel qu'on s'est orienté vers Ulule pour se dire, bah, vas-y, on présente notre produit à la communauté, on voit s'ils suivent et s'ils achètent, quoi. Et du coup, objectif atteint, dépassé, surdépassé? On a fait 829%, je crois. Donc c'était, en montant, c'était pas énorme, on a fait 18 000 de levée. Et voilà, on a fait au total 240 ventes qu'on s'est empressé ensuite d'envoyer à la main par colis. Et c'était très, très, très amusant. Et du coup, ça t'a surtout financé la production, j'imagine. Ouais, alors, parce que tu n'avais rien produit avant. Alors, ça nous a financé notre première production, même surfinancé en fait notre première production. Donc, ça nous a permis ensuite, parce qu'elles avaient quasiment vidé le stock, de recommander déjà notre prochaine commande. Mais ouais, en effet, du coup, ça a bien... ouais.
Quand tu dis ça avait déjà vidé vos stocks, ça veut dire que tu avais déjà acheté les produits? Alors non, c'est qu'ils étaient en production, on avait commandé Ok. des produits, et en fait, les unités qu'on avait commandées, bah, globalement, il ne nous restait plus rien, quasiment plus rien après, quoi. Et du coup, si la campagne n'avait pas été successful et que tu n'avais pas atteint les 100%, tout le monde était remboursé et tu te retrouvais avec le stock sur les bras. Ouais, bon après c'était pas énorme, on aurait pu absorber, disons avec nos petites économies personnelles, ce coût, mais je pense que ça nous économise surtout le fait de pas se lancer dans une aventure entrepreneuriale si le marché est pas prêt, si les filles n'ont pas besoin de compléments, etc. En fait, si elle n'avait pas fonctionné, je pense qu'on aurait juste arrêté la boîte. Ouais. Et ça aurait été une très belle leçon et ça nous aurait permis de ne pas continuer dans un truc qui ne fonctionne pas derrière, quoi. C'est quoi à peu près le pourcentage justement de projets réussis et de projets échoués sur Ulule? L'an dernier, on était à 80% de taux de réussite, donc 80% qui atteignent, voire même dépassent leur objectif. Et même sur ces justement 80% de projets qui se financent, en moyenne, on est à 140% de l'objectif. Donc ça surperforme la plupart du temps. Alors, il y a un petit truc à dire. Vous savez, j'aime bien être taquin. Il l'a dit au tout début, Ulule ne se rémunère que quand on dépasse l'objectif ou qu'on atteint l'objectif. Donc, le rôle d'Ulule, c'est aussi de faire en sorte que l'objectif soit le plus bas possible. Le plus bas possible, mais aussi qui reste crédible. Le conseil qu'on donne à tous les créateurs et créatrices, c'est que l'objectif affiché sur la page, c'est la somme minimale ou le nombre minimal de préventes que vous devez atteindre pour lancer la première production. Donc parfois, effectivement, c'est juste un outil un peu de communication et on sait qu'il y a des marques qui vont finir par exploser facilement leur objectif. Mais bon, ça fait partie du jeu, on va dire. Oui, bien sûr. Non, j'étais taquin parce que le 140%, du coup, ça dépend si c'est l'objectif de base. Ouais. Mais, et du coup, c'est quoi un peu les marques que tout le monde connaîtrait aujourd'hui, ou en tout cas quasiment tout le monde, qui sont passées par Ulule? Je pense que l'exemple que tout le monde connaît, c'est Respire, qui avait lancé son premier produit via une campagne Ulule. Je crois que c'était en 2018, si je ne dis pas de bêtises, donc ça remonte un peu. Et on a eu depuis, en très belle campagne, on a eu 900 Care aussi, qui a très bien fonctionné. Ça, pour le coup, c'était un exemple de marque qui avait déjà le budget pour lancer sa production, mais qui a utilisé le financement participatif comme vraiment un outil de communication. On a eu Morphée aussi, qui sont des produits de méditation. Ils ont fait 3 campagnes chez nous, qui ont très bien performé à chaque fois. Donc ouais, on a pas mal d'exemples de marques qui soit se lancent une fois, soit se relancent régulièrement aussi. Parce que 900 Care, ils avaient déjà levé des fonds avant même de faire la levée sur Ulule. Oui, clairement. Et ils n'ont même pas fait que la levée chez nous, ils ont fait aussi chez KissKissBankBank par la suite, pendant même une durée un peu plus longue que chez nous. Et donc c'était vraiment utiliser le financement et la campagne comme un outil de communication. Je pense qu'on va en parler par la suite aussi, mais étant donné que c'est une durée limitée, une campagne, ça permet vraiment d'insister au niveau de la com sur une thématique spécifique, à savoir le lancement d'un produit. Donc c'est souvent utilisé aussi avec cet objectif-là, en plus de celui de lever des fonds. Mais c'est vrai que moi je me souviens des tout premiers projets sur Ulule et sur d'autres plateformes avant. Aujourd'hui, quand on va sur Ulule, on a l'impression que les boîtes, elles sont déjà canon, quoi. Genre les vidéos sont hyper top, les pages de présentation sont incroyables, etc. On a la sensation qu'il y a un niveau de maturité qui est beaucoup plus avancé qu'avant. Est-ce que vous le remarquez, ça aussi? On le remarque effectivement. Alors après, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, parce que là, en fait, la typologie de projet dont tu parles, c'est ceux qui vont récolter le plus de fonds, donc on va dire plus de 50 000 € en moyenne, sur cette typologie-là. Ça représente 2% des projets en termes de quantité, mais ça représente 30% des fonds collectés en 2021 pour Ulule. Et donc la moyenne, ça reste quand même 5 000 € de collecte sur Ulule. Après, effectivement, comme je le disais, il y a de plus en plus de marques qui connaissent le modèle, qui l'appréhendent de mieux en mieux, qui préparent de plus en plus leur campagne et qui ne voient pas uniquement ça comme peut-être une opération au petit bonheur la chance, où, comme tu le disais, on va miser uniquement sur la générosité des proches. Là, c'est vraiment un acte de communication travaillé, réfléchi, donc il y a de plus en plus de travail et de qualité, en effet. Ouais, c'est ça, et c'était une question que j'allais te poser, c'est que évidemment, sur une campagne Ulule, au départ, il y a tous les copains, toute la famille, etc., qui peut avoir envie d'aider, mais qui ne sont pas spécialement la cible. Ouais, alors du coup, dans notre cas, il n'y a pas eu la famille, les copains, etc. Enfin, très peu, ils ont aidé, ils ont mis des dons. Mais en fait, nous, notre produit, il s'adresse à une niche, à
une femme qui C'est a pas un une cadeau de Noël que pathologie. tu fais en avance. Ouais, donc d'où l'importance pour nous d'avoir monté la communauté Ouais. en amont, parce que sinon on aurait vraiment galéré pour aller chercher autant de personnes et qui convertissent en fait. Et du coup, c'était intéressant par rapport à ta question d'avant, c'est que tu disais, bah voilà, les gens ils sont rodés maintenant. C'est vrai que nous, Ulule, bah tout de suite on a pensé vidéo. Tout de suite, on a pensé page de présentation, et c'est un exercice où bah, il y a tellement de cas d'études et de cas d'école déjà présents sur Ulule qu'on s'est, enfin voilà, on s'y est pris à l'avance, etc. Enfin quoique, on a tourné la vidéo 2 semaines avant de lancer la campagne, mais non, mais en fait, En même temps, tu fais des vidéos TikTok en Oui, 30 j'étais minutes qui occupée font à faire mes 300 000 TikTok. vues. Mais enfin voilà, c'est un exercice où c'est vrai que quand on pense campagne Ulule, aujourd'hui, je pense qu'il y a des automatismes pour les entrepreneurs qui arrivent, c'est vidéo, c'est communauté et c'est page de présentation ultra rodée, etc. Donc, voilà. Et tu saurais dire, par rapport aux femmes qui ont acheté, enfin aux personnes qui ont acheté sur la campagne Ulule, qui t'ont soutenu pendant la campagne Ulule, combien sont restés des clients sur le long terme? Alors notre taux de réachat, c'est... Alors parce qu'en fait, le truc, c'est qu'on a beaucoup vendu de packs 3 mois. Et donc les packs 3 mois, vu qu'ils les ont reçus début août, ça veut dire qu'ils vont racheter. Bah là, ils devraient commencer à racheter. Et c'est vrai que, ouais, en gros, sur 240 commandes, je crois qu'on a déjà 60-70 utilisations du code promo, un truc comme ça. Donc je sais pas combien de pourcents ça fait, 30 à peu près. Ouais, à peu près. Ouais, voilà, Ouais. donc 30%. Mais t'es pas arrivé au bout Mais du coup, on n'est pas projet, arrivé ouais. au bout parce que c'était les vacances. Donc il y a des filles qui l'ont reçu, qui ont commencé à l'utiliser que début septembre. Donc on n'est pas arrivé au bout. Je crois que la dernière fois que j'ai regardé, c'était ça, 60 à peu près. Ouais, donc ça veut dire que tu pourras tirer des conclusions autour de janvier, Ouais, février. voilà, Quoi. exactement. Ouais. Et justement, donc on le disait, il y a des marques qui se servent du LUL pour revenir faire du financement participatif une fois qu'ils sont vraiment installés. Enfin, du LUL ou de financement participatif. Il n'y a pas que LUL, parce que moi j'ai un exemple en tête, mais tu m'as dit que c'était pas chez vous, qui était peut-être une marque que vous connaissez, Tipto, qui est une marque de mobilier qui avait quand même pas mal cartonné avec sa première campagne sur les pieds de table et qui avait refait une campagne alors qu'ils avaient levé 8 millions d'euros. Ils avaient refait une campagne pour la chaise. Et ça, c'est assez intéressant. Vous avez beaucoup de cas comme ça de marques qui se remettent dans le financement participatif une fois que la boîte elle tourne bien. Effectivement, on en a pas mal. Alors, c'est clairement pas la majorité des campagnes, mais ça arrive assez régulièrement. Et en fait, c'est aussi parce que c'est lié au lancement d'un nouveau produit. C'est pas pour relancer le même produit ou juste permettre à la boîte d'avoir une trésor ou des fonds de roulement, etc. C'est vraiment lié à un événement particulier. Donc, la campagne de financement s'y prête. Encore une fois, puisque c'est limité dans le temps et que ça permet de communiquer vraiment à fond sur un sujet précis. Donc ça arrive, ouais, effectivement. Et puis aussi l'intérêt de cette tactique-là, on va dire, c'est que sur une première campagne, on peut fidéliser une première communauté des early adopters de notre produit. Et donc l'idée, c'est aussi de les fidéliser et de leur proposer, pourquoi pas aussi des tarifs avantageux spécifiques lors d'une nouvelle campagne et de faire en sorte aussi de montrer que la communauté est importante pour lancer des produits à la fois au niveau financier, mais aussi, pourquoi pas, en consultant la communauté sur des designs, des couleurs, des envies, etc. Bref, voilà, c'est la communauté est mise en avant, et en tout cas à cette impression-là, via les campagnes de financement participatif, donc ça arrive que ce soit fait de façon récurrente. Ouais, Parce que là, j'avais le chiffre de Tipto. Ils avaient relevé sur le deuxième 230 000 euros, ce qui est quand même pas mal, quoi. C'est quoi le record d'ailleurs? le record chez Ulule, c'est 1,3 million. Pour le coup, c'est pas du tout. En francs ou en euros? En euros. C'est pas du tout une DNVB. Pour le coup, c'est Epsilon, qui est un magazine scientifique qui est composé de 99% de l'ancienne rédaction de Science et Vie, qui avait démissionné suite à des changements de position avec l'acheteur américain qui avait racheté le premier groupe de rédaction. Et ils avaient fait 1,3 million, ouais. Mais comme vous en doutez, ils avaient un sacré réseau, notamment au niveau des médias, donc ça a bien aidé. Oui, c'est ça, et c'est ça qui est important aussi, c'est que, et c'est pareil avec ton projet, c'est que faut pas compter sur Ulule, je schématise, mais il faut pas compter sur Ulule pour trouver des financements. En fait, Ulule n'est qu'un prétexte pour monter une opération de financement participatif, et vous, d'aller faire le travail, d'aller chercher de l'argent là où il y en a. On est d'accord là-dessus. Après, oui, je sais qu'il y a le passage dans la newsletter qui peut propulser pas mal de marques. Nous, on n'a pas eu la chance d'y passer, mais après, c'est vrai qu'on était sur une niche.
Et donc du coup, on a vraiment, nous, tout l'enjeu, c'était notre communauté. Et c'est vrai que Ulule était plus la plateforme sur laquelle on allait lancer notre précommande. Et plutôt que vraiment on comptait sur Ulule pour nous apporter du monde parce qu'on était sur une niche. Après, je pense qu'il y a des marques, parce qu'il y a quand même Ulule, je pense que c'est un site très visité, etc. Il y a quand même du trafic sur la page. Il y a des gens qui, à mon avis, doivent être fans du fait de soutenir des initiatives, donc qui doivent régulièrement peut-être se rendre sur le site d'Ulule pour voir s'il n'y a pas des initiatives à soutenir, etc. Nous, on a eu quelques personnes qui nous ont dit « Ah bah, je vous ai découvert sur Ulule ». On a eu quelques personnes, pas trop, mais voilà, un petit peu. Et donc, je pense que pour les produits qui sont moins de niche comme nous, là, par contre, Ulule peut quand même apporter déjà un certain trafic sur le projet, etc. Donc, Effectivement, oui, il peut y avoir des mises en avant comme la newsletter, les mises en avant sur les réseaux sociaux, etc. Et il y a aussi un autre avantage qui n'est pas spécifique à Ulule, mais au financement participatif, comparé à un lancement e-commerce classique, c'est que sur une campagne, il y a plein d'incitations au partage via des boutons de partage tout simplement sur les réseaux sociaux. Quand les créateurs ou créatrices publient une news, envoyent leur soutien, on les incite à partager cette news et on voit que ça génère de la contribution, ça génère de la visibilité pour le projet. C'est aussi un des gros avantages de se lancer, pour répondre aussi à ta question sur le fait de le faire de façon récurrente. C'est aussi un des outils qui est important pour le financement, via le financement participatif. Et ça représente quoi, du coup, le financement participatif dans le financement des jeunes boîtes? Est-ce qu'on a une idée de à quel point c'est important, finalement, dans le modèle de financement? Alors, pour pas dire de bêtises, je n'ai pas de réponse, donc je vais me taire. C'est mieux. Enfin, c'est mieux. J'aurais préféré que tu aies une réponse. Est-ce que vous, par exemple, vous avez des questions? C'est la fin de la journée, on est tous là ensemble. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des choses à... Ouais. Merci. Moi, j'ai une petite question sur... on sait que toutes les campagnes de financement participatif, Ulule, Kiss avaient le vent en poupe il y a peut-être 4-5 ans, et que j'ai l'impression qu'il y a quand même de plus en plus maintenant des gens qui remettent en question l'intérêt de faire une campagne. Et moi, je voulais savoir votre vision à vous en tant que... en interne, quelle est votre vision sur l'évolution, l'avenir des campagnes de crowdfunding, et est-ce que vraiment ça a un impact pour les marques, ou est-ce qu'on peut s'en passer finalement, même si forcément vous avez un parti pris du fait d'être de chez Ulule, mais bon. Effectivement, je ne vais pas être très objectif sur ma réponse, mais... Essaye de l'être. Oui, alors pour répondre très concrètement, les chiffres de fonds collectés annuels, ils font que de progresser depuis, chaque année ça progresse par rapport à l'année précédente. Mais après, étant donné qu'on est un site généraliste, on a beaucoup de catégories. Donc pour le coup, c'est pas forcément les DNVB qui progressent le plus. Ça va être l'édition et la BD, puisque l'auto-édition, c'est vraiment quelque chose qui a le vent en poupe dans ces domaines-là. Mais c'est aussi, ça fait écho à ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a 4-5 ans, les campagnes étaient aussi moins préparées. Et quand il y avait un succès, il avait plus tendance aussi à ressortir, puisqu'il y avait moins de succès à l'époque, en termes de campagne réussie, je veux dire. Alors que maintenant, ça devient un peu plus commun, mais ça reste quand même, selon moi, un très bon élément à mettre dans sa stratégie, notamment pour tout ce que je disais sur le fait d'avoir un contact direct avec sa communauté et d'impliquer la communauté aussi dans son lancement et dans sa création, puisque c'est plus compliqué, voire impossible quand on fait un lancement classique. La visibilité peut être moindre et surtout le lien qu'on a direct avec sa communauté est bien moins important a priori. Est-ce que toi, par exemple, tu le referais? Alors, du coup, on le referait pour notre premier lancement de produit. C'est ce que je disais, parce que du côté entrepreneur, tu as aussi le truc où tu te protèges. En fait, tu ne vas pas aller mettre plein de dépenses dans un site internet quand tu n'es pas sûr que ton produit il se vend bien. Voilà, c'est une manière de se protéger. Nous, on l'a aussi vu comme ça. Le site internet, je l'ai vraiment commencé après la campagne Ulule. Je l'ai fait en 5 jours quand il a fallu qu'on le fasse très vite. Mais je ne me verrais pas relancer une boîte juste sur un site internet. En fait, je pense aussi que la vision pour la communauté, du fait que ça soit sur Ulule et pas sur un site internet classique, c'est que donc ça les rassure, et ils se rendent compte aussi que ça veut dire que c'est un projet tout nouveau à soutenir. Il y a un peu une ambiance différente. C'est OK, on est là pour soutenir, un projet qui se lance, que si tu es déjà sur ton site internet, ils se disent c'est déjà une entreprise établie, elle n'a pas besoin de soutien.
Alors que d'être sur Ulule, bah, tu as ce truc de, voilà, ils ont l'impression de prendre part au projet, que c'est grâce à eux que le projet, il y a voilà, le petit compteur, c'est grâce à eux que le projet va être financé. Donc 100%, on le referait pour les premiers produits. Par contre, on ne le referait pas pour nos prochains produits. C'est-à-dire que nos prochains produits vont s'adresser à la même communauté. On est déjà lancé, on lancera nos prochains produits en précommande sur notre site, mais on ne les lancera pas sur Ulule. Voilà. Qu'est-ce que tu vas faire pour essayer de la convaincre? Je suis désolée, mais il y a la commission. Donc Oui, je comprends tout à fait le point de la commission. Et de toute façon, on ne cherche pas à convaincre, à forcer les créateurs ou créatrices à se lancer. C'est quoi la commission? C'est 8% TTC sur les fonds collectés. Donc, ce n'est pas basé sur les 100%, c'est vraiment sur la globalité des fonds collectés. Et elle est dégressive à partir de 100 000 € collectés. Oui, c'est assez élevé. Mais en même temps, quand on connaît les coûts d'une plateforme, etc., 8%, c'est pas non plus énorme. J'imagine que ça doit pas être... on ne devient pas millionnaire avec des 8% sur des petits projets à 15 000 € du jour au lendemain, quoi. Qu'est-ce que tu allais rajouter? Non, j'allais dire, en gros, nous, sur ce qu'on a levé, ça nous a coûté 2 000 €. Et je préfère avoir payé Ulule 2 000 € qu'avoir payé un site internet 10 000 € et rien vendre derrière, quoi. Ouais, donc, c'est ça. Et puis, encore une fois, tu as la crédibilité d'Ulule. J'imagine qu'il y a aussi des garanties, plein de choses, etc., que tu achètes finalement quand tu prends Ulule. Et comme tu dis, c'est 8% que tu donnes. Mais si tu avais dû les dépenser en Facebook Ads à côté pour acquérir des gens sur ta plateforme, ça aurait été plus compliqué. D'ailleurs, ça, c'est un vrai sujet. Parce qu'on voit de plus en plus justement de boîtes payer de la pub pour financer les campagnes. Ça fait partie vraiment maintenant d'une sorte de mix marketing important pour financer une campagne? Oui, clairement, et ça fait même partie des conseils qu'on donne, pour parler en toute franchise. Faut pas le faire dès le début, évidemment. Il faut attendre d'avoir atteint un certain seuil sur sa campagne, au moins 50%, puisque si vous partagez trop tôt votre campagne auprès du grand public, c'est pas forcément crédible pour une personne qui arrive sur une page de voir qu'elle est à 1 ou 2% de son objectif. Donc ça ne va pas les inciter à contribuer. Mais effectivement, on a beaucoup de campagnes, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, qui mettent des objectifs un peu bas au début, qui l'atteignent, voire même qui le dépassent très rapidement, et là qui misent un maximum sur les pubs Facebook et Instagram. Et oui, on le recommande parce que tant que ça fonctionne, pourquoi s'en priver? Ça permet aussi de toucher une communauté plus large. Et pour rebondir sur ce que disait Eva, effectivement, il y a aussi toute cette vibe et toute cette communication de vous participer à la création et au lancement d'un projet ou d'un produit. Donc c'est un très bon axe de communication pour les pubs. Ouais, et puis ça fait vraiment des premiers clients, quoi. C'est quand même super difficile, des gens qui vont potentiellement parler de vous, parce que s'ils vous en sont tenus, c'est qu'ils ont envie aussi ils seront pas avares d'un post Instagram ou d'une story ou quoi que ce soit, et si tu en as 250, ça fait le job, quoi. Alors juste nous, pour la partie payante, on n'a rien dépensé. En fait, on a dépensé 300 € et c'était assez catastrophique les coûts d'acquisition. Donc c'est pour ça que j'insiste vraiment sur le fait de prévoir, en fait, parce que généralement, quand on crée un produit, il prend 1 an à se développer le produit. Et profitez de ces 1 an pour créer votre communauté à fond comme on a fait. Parce qu'au final, nous, l'objectif, il a été atteint ultra rapidement. Et pendant la campagne, on n'a pas tant... on a acquis des nouvelles personnes quand même via Instagram, on a pris des abonnés, etc. Mais c'est surtout, on a transformé notre communauté en clients. Et c'est beaucoup plus simple, je pense, que d'aller chercher des nouvelles personnes. Voilà. C'est sûr. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour. Est-ce que, comme pour un film, vous savez, à partir des premiers jours, si ça va atteindre l'objectif, le dépasser, etc. Oui, la tendance qu'on voit, oui, c'est une tendance, c'est une moyenne, donc c'est à prendre avec des pincettes, mais généralement, dans les 48 premières heures, il y a 25% du total collecté qui est collecté, et ensuite, il y a à peu près 25-30% aussi sur les 4-5 derniers jours. Après, on a la courbe aussi classique d'une campagne, nous on parle de courbe en U tout simplement, parce qu'au début, il y a beaucoup de contributions, parce que ce sont les cercles proches. Ensuite, ça a tendance à diminuer un peu. Je pense que, Eva, je pas la tête de ta campagne en courbe, la courbe de ta campagne en tête plutôt, pardon. Et après, ça remonte en fin de campagne. Mais on a très rarement des campagnes qui sont dynamiques tout le long. Et ouais, généralement, dès les 2-3 premiers jours, on sait si la campagne va surperformer ou pas. Parce que on arrive à la date limite. Donc, toutes les personnes qui soit hésitaient, soit avaient oublié ou retardé leur contribution, sont prises par le temps, tout simplement.
et se disent ok, bon, bah, j'ai plus le choix, s'il me reste 2 jours pour le faire, donc je vais le faire maintenant. Et on incite aussi tous les porteurs et porteuses de projets à axer leur communication là-dessus pour mettre un peu la pression, entre guillemets, et miser sur l'effet d'urgence en fin de campagne pour avoir un maximum de soutien. Vous pouvez commencer dans 2 jours, je pense. Ah, t'es en... Ah. Ouais. Et du coup, toi, tu comptais sur... Ouais, c'est sûr. Par contre, je suis assez satisfait, d'ailleurs, si je peux prendre la parole et faire des louanges des équipes d'Ulule, parce que j'ai été accompagné, mais vraiment très très bien. Chaque question, réponse, une plateforme sensationnelle. Et c'est vrai que pour créer sa communauté, c'est sensationnel aussi, et ça nous permet, nous, entrepreneurs, de se bouger sur les contenus. Alors moi, je suis contre la publicité, d'acheter des clients qui achètent des produits. Ça, je trouve ça un petit peu dommage. J'imagine que 900 Care ou Respire, pour avoir atteint des niveaux aussi importants, ils ont dû acheter de la publicité ou acheter des influenceurs. Peut-être pas Respire, mais au moins 900 Care, je suis à peu près certain, parce qu'ils avaient fait une levée de fonds avant. Oui, je confirme. Et l'argent qu'ils ont levé, ils l'ont mis dans la publicité. Bon, c'est un choix. Moi, je ne suis pas pour. Je préfère avoir moins de préventes, et puis au moins que ce soit des préventes saines. Hein. Et puis, bon, bah, il me reste 1 an pour construire ma communauté. L'idéal, c'est de le faire avant, hein, toujours. Oui, l'idéal, c'est trop tard. De le faire avant, mais bon, il fallait que je le sorte au chocolat. Il y a Noël bientôt. Ouais. Et puis, on a un objectif après assez sympathique. En fait, c'est une preuve de concept qui va nous permettre après d'aller beaucoup plus loin dans le nombre de références, parce qu'on voudrait fédérer d'autres marques avec notre actif qui est dans le chocolat. Ça s'appelle l'Absolu d'épices, hein, vraiment un actif exceptionnel qui nous fait gagner en vitalité. Et on a une vision assez sympathique, et merci encore Ulule. Et j'espère, je ne sais pas si c'est possible, si je peux faire une demande, d'être dans la newsletter. Bien joué, bien joué. En plus, tu es en direct, donc s'il te dit non, et il n'a pas le droit de répondre, il faut que je demande. Il faut que je demande à l'équipe éditoriale qui gère les mises en avant. T'es pris là, t'es en direct, on va te mettre partout sur les réseaux. Donc tu as intérêt de soutenir... Comment tu t'appelles ? Dominique Delarche, et la marque c'est Tello Vitality. Tello, c'est la contraction de télomère. Ça, tu l'as déjà dit tout à l'heure. Attention. Voilà, hein. Mais allez voir du coup Tello Vitality sur Ulule. Essayez de soutenir ce chocolat qui vous redonnera de la vitalité. Exactement. Et je vais voir ce qu'on peut faire pour des mises en avant, je vais me renseigner. Merci. Ah voilà, tu ne seras pas venu pour rien. Est-ce qu'il reste des questions ? Ou est-ce que vous avez tous envie d'aller boire l'apéro ? Il y a encore des questions, désolé. Oui, bonjour, je voulais savoir, dans les levées successives de Ulule, est-ce qu'il y a eu des accidents, c'est-à-dire des gens qui ont mis beaucoup de temps pour livrer les précommandes, voire des gens qui sont partis avec la caisse? Est-ce que ça arrive? C'est une vraie question. C'est arrivé, oui. Alors, le conseil qu'on donne, nous, à tous les gens qui se lancent, c'est de mettre un délai de livraison plus long que ce qui est a priori prévu, pour qu'au mieux les soutiens aient une bonne surprise. Et sinon, on a eu le cas notamment d'une campagne qui s'appelait The One, je crois, qui était un vélo électrique. C'était avant que j'arrive. Et ils avaient levé pas mal de fonds. Et le vélo n'a jamais vu le jour, je crois. En fait, nous, on n'est pas... Enfin, c'est une réponse qui nous arrange un peu, mais on n'est pas responsable de la réalisation concrète ou non des projets. Mais en fait, on finit par être au courant quand il y a énormément de plaintes de la part des soutiens et que ça finit... Je crois que pour le coup, ça, il y a une instruction judiciaire qui est en cours. Parce que bah oui, tout cet argent a été soit dépensé n'importe comment, soit dépensé autrement, je sais pas. Mais oui, ça arrive de temps en temps, mais c'est quand même très rare. Mais c'est aussi quelque chose qu'on veut améliorer, c'est le suivi de la concrétisation des projets post-campagne. Après, il y a tellement de projets qui passent par Ulule que malheureusement, il faudrait vraiment une équipe assez large et à temps complet dessus pour pouvoir faire un suivi vraiment précis.
c'est quoi le panier idéal, le prix idéal du produit ou de l'offre à faire? Enfin, c'est le ticket idéal pour rentrer. Ah, ça dépend du produit. On va dire ceux qui réalisent le mieux, là où on a le plus de chances d'avoir des participants. Je suppose qu'à 1 000 € on n'en a pas beaucoup. Je suis d'accord sur le produit, hein, mais... Effectivement, la contribution moyenne, elle est à 50 €, pardon, 48 pour être précis. Donc après, sur les contreparties, nous, ce qu'on recommande de faire, c'est de mettre un premier palier autour de 10 €, ensuite 25, 50, 100. Et après, pourquoi pas aussi mettre des contreparties très élevées. Je ne sais pas si vous l'aviez fait sur votre campagne ou pas, mais ça peut servir. Ouais, nous c'était, enfin je crois que c'est en gros notre panier moyen aujourd'hui c'est 90 et au final on vendait à moins 20%, donc on était aux alentours de 75 et les contributions très hautes n'ont pas bien fonctionné. On en a même vendu 2 je crois. Parce que je pense qu'on les a juste pas bien vendus aussi, il y a ce truc-là, hein, mais après encore une fois si tu vends des vélos t'es content d'en vendre 10 et à 1 000 €, enfin voilà, donc ça dépend. C'est quoi ces grosses contributions? Ça peut être des contreparties qui sont des prix beaucoup plus élevés que le produit classique, et ça peut être des choses en fait qui seraient disponibles uniquement pendant la campagne, comme par exemple passer une journée avec les créateurs du produit, être impliqué sur le développement des prochains produits de la marque, etc. Et qui sont généralement en quantité limitée pour que ce soit encore plus exclusif. Après effectivement c'est pour des hardcore fans des produits, c'est plus souvent sélectionné sur des projets artistiques pour des œuvres exclusives ou des choses comme ça. Merci à tous, c'est l'heure de l'apéro. Vous avez le droit d'y aller.